On m'a dit que le prix de ma liberté serait élevé. Je ne savais pas encore que ce prix ne se compterait pas en euros, mais en morceaux de mon âme, négociés sur une table en bois verni. On ne vous raconte jamais la vérité sur la fin d'une histoire. On ne vous parle pas de la froideur des chiffres qui remplacent les souvenirs, ni de l'humiliation qui s'infiltre dans les fissures d'un amour brisé. Mon histoire n'est pas celle d'un divorce. C'est l'histoire de ce qu'il faut détruire pour se reconstruire, et du véritable coup de se choisir, enfin. 20 ans. 20 ans d'une vie que je croyais avoir bâtie, pierre par pierre, à 4 mains. Notre maison N était pas un simple assemblage de murs et de fenêtres. C était un sanctuaire, le musée de notre vie commune. Chaque objet, du plus humble au plus précieux, racontait un chapitre de notre histoire. Ce vase, acheté lors de notre premier voyage en Italie. Ce canapé, choisi après des heures de débat et de rire. Les photos sur la cheminée, témoins silencieux d'anniversaire, de Noël, de moments ordinaires rendus extraordinaires par la simple certitude d'être ensemble. Je vivais dans le confort d'un amour que je pensais aussi solide que les fondations de cette maison, aussi essentiel que l'air que je respirais. J était l'épouse, la partenaire, la moitié d'un nous, qui définissait mon identité tout entière. Mais les plus beaux châteaux sont souvent faits de cartes, et le mien s'est écroulé sans un bruit, au son feutré d'une notification sur un téléphone qui, était pas le mien. La trahison n'a pas été un choc brutal, ce fut un séisme lent, silencieux, qui a ouvert une faille béante sous mes pieds. La douleur d'abord, fut une chose abstraite, une incrédulité qui refusait de laisser la réalité s'installer. Puis elle est devenue physique, une oppression constante dans ma poitrine, un poids qui me clouait au lit le matin. Mais cette agonie était que le prélude. La véritable guerre, celle dont personne ne vous parle jamais, a commencé lorsque le mot « divorce » a été prononcé. L'homme qui, 20 ans plus tôt, avait juré de me protéger et de m'aimer, s'est transformé. De l'autre côté de la table, dans le bureau glacial d'un avocat, il était plus mon mari. Il était mon adversaire. Et c'est là que j'ai découvert la vérité la plus cruelle, celle que l'on tait par pudeur ou par ignorance, la vérité sur le partage des biens. On ne vous prépare pas à l'instant où votre existence entière, vos sacrifices, vos espoirs, sont convertis en lignes sur un tableau Excel. On ne vous prévient pas de l'humiliation profonde de devoir lister, évaluer, chiffrer chaque cadeau que vous vous êtes offert, chaque meuble choisi avec amour, chaque centime mis de côté pour un avenir qui, soudain, n'appartenait plus qu'à lui. Notre vie, notre histoire, devenait un inventaire. La bague de fiançailles. Valeur estimée. La bibliothèque que nous avions montée ensemble un dimanche après-midi. Mobilier. Valeur de seconde main. Chaque brique de cette maison. Chaque plante de ce jardin que j'avais soigné. Chaque compte joint qui symbolisait notre union. Tout devenait une arme. Une arme utilisée pour me rabaisser. Pour me punir d'avoir osé vouloir partir. D'avoir refusé de fermer les yeux. Les rendez-vous chez les avocats se succédaient, et à chaque fois je me sentais un peu plus déshumanisée. Je était plus une femme avec un cœur brisé. J était un numéro de dossier, un ensemble d'actifs et de passifs. Les nuits étaient les pires. Des nuits blanches, à fixer le plafond, le ventre noué par la terreur. La peur de tout perdre. Pas seulement l'argent ou la maison, mais la sécurité, les repères, tout ce pour quoi j'avais travaillé, et tout ce en quoi j'avais cru. L'isolement s'est installé. Insidieux. Nos amis communs, mal à l'aise, choisissaient leur camp, souvent celui du silence. Le téléphone ne sonnait plus. J était seul, face à une machine administrative et juridique conçue pour broyer. On me poussait à accepter un accord inéquitable, à céder sur tout, juste pour que ça s'arrête. On me disait acheter la paix. Était ça, le prix de la liberté qu'on me présentait. Un chèque pour mettre fin au calvaire, un abandon de ma dignité pour avoir le droit de respirer à nouveau. J'ai touché le fond. Un jour, assise dans ma voiture après une énième réunion où l'on avait disséqué ma contribution à notre patrimoine comme s'il s'agissait d'une simple transaction commerciale, j'ai craqué. J était recouverte par les cendres de mon mariage, épuisée, brisée. Et c'est là, dans le silence de mes larmes, que quelque chose a changé. Une flamme minuscule, vacillante, s'est allumée au plus profond de moi. Ce était pas du courage, pas encore. Était un refus. Le refus de me laisser effacer. Le courage de partir n'a pas été un acte héroïque et spectaculaire. Ce fut une succession de petites victoires silencieuses. Ce fut la décision de changer d'avocate, et d'en trouver une qui voyait en moi une personne, pas un dossier. Une femme qui s'est battue non seulement pour mes biens, mais pour mon honneur.
ce fut la décision, un matin, de me regarder dans le miroir, au-delà des cernes et de la tristesse, et de me promettre que je ne laisserais personne, et surtout pas cette épreuve, définir qui je étais. La seconde moitié de mon histoire est celle de la reconstruction. Elle n'a rien eu de magique. Elle a été lente, difficile, et souvent douloureuse. Après la signature finale des papiers, je me suis retrouvée dans un petit appartement de location. Le silence était assourdissant. Il n'y avait plus le bruit de ses pas dans le couloir, plus le son de la télévision qu'il mettait trop fort. Il n'y avait que moi, et l'âle, écho de ma propre solitude. Les premières semaines, les gestes les plus simples étaient étranges. Faire les courses pour une seule personne, cuisiner un repas sans personne avec qui le partager, dormir au milieu d'un grand lit vide. J'ai dû tout réapprendre. J'ai dû apprendre à être dogé, après avoir été nous pendant 20 ans. Je me souviens d'un samedi après-midi où j'ai essayé de monter une étagère, seule. Les instructions étaient incompréhensibles, les vis trop petites, et mes mains tremblaient de frustration. Je me suis assise par terre, au milieu des planches et des outils, et j'ai pleuré. J'ai pleuré la femme que était, celle qui aurait simplement demandé de l'aide. Et puis, j'ai séché mes larmes. J'ai respiré profondément, j'ai relu le plan, et j'ai recommencé. Quand, 2 heures plus tard, étagère tenait enfin debout contre le mur, droite et solide, j'ai ressenti une fierté immense. Ce était qu'une étagère, mais pour moi, était la première pierre de ma nouvelle vie. Le chemin a été pavé de ces petites victoires. Mon premier voyage en solo, la peur au ventre en achetant le billet, et une euphorie grisante en posant le pied dans une ville inconnue, où personne ne connaissait mon histoire. J'ai renoué avec d'anciennes passions que j'avais mises de côté, comme la peinture. J'ai découvert le plaisir de longues marches en forêt, seul avec mes pensées. J'ai réalisé que mes rêves étaient pas morts avec mon mariage. Ils avaient simplement été mis en sommeil, attendant que je vienne les réveiller. Aujourd'hui, la femme qui vous parle n'est plus la même que celle qui a lu ce message sur ce téléphone. Ma maison est plus petite, c'est vrai, mais chaque objet qu'elle contient a été choisi par moi, pour moi. Chaque recoin est imprégné de mon essence, pas des souvenirs d'une autre vie. Mon compte en banque a peut-être moins de 0, mais ma richesse intérieure est inestimable. Je porte des cicatrices bien sûr, mais je ne les vois plus comme des marques de blessures. Je les vois comme la carte de mon voyage, la preuve que j'ai traversé la tempête et que j'en suis sortie, non pas indemne, mais plus forte. Je ne suis pas la femme qui a survécu à un divorce, je suis la femme qui en est née. Le prix de ma liberté a été exorbitant, payé en larmes, en nuits d'angoisse et en illusions perdues. Mais ce que j'ai gagné en retour, la connaissance de moi-même, l'indépendance farouche, et la certitude inébranlable que je suis entière, seule, cela n'a pas de prix. Mon histoire est le témoignage que, parfois, il faut accepter de tout voir brûler, de tout réduire en cendres, pour pouvoir enfin bâtir sur les ruines quelque chose de plus solide, de plus authentique, de plus vrai. Et ça, enfin, c'est ma vérité. Avant que notre histoire ne devienne un dossier, avant que l'amour ne soit une ligne sur un relevé de compte, il y avait un début. Un début si lumineux que son souvenir, même aujourd'hui, a la chaleur du soleil sur la peau un jour de printemps. C'est étrange comme le cerveau protège certains moments, les enferme dans une bulle de perfection, loin de la contamination de ce qui a suivi. Pour moi, ce moment, c'est l'odeur de pop-corn et de velours usé d'un petit cinéma de quartier. Était une de ces soirées parisiennes, où la pluie fine rend l'asphalte brillant, et les lumières de la ville plus douces. Étais allé voir un vieux film en noir et blanc, seul. J'aimais ces moments de solitude, ces rendez-vous avec moi-même. Il s'est assis à côté de moi juste avant que les lumières ne s'éteignent. Je n'ai senti que sa présence, une silhouette dans le noir. Et puis le film s'est terminé, les lumières se sont rallumées brutalement, et nos regards se sont croisés dans cette seconde de flottement où l'on revient à la réalité. Ma première impression n'a pas été celle d'un coup de foudre, pas du tout. Était plus subtil, plus profond. J'ai vu un sourire qui, était pas un sourire de séduction, mais un sourire de partage. Un sourire qui disait « Vous aussi, vous avez été touché, n'est-ce pas ? » Nous sommes sortis sous la pluie qui était devenue plus forte. Il a ouvert un grand parapluie noir et l'a tenu au-dessus de ma tête, sans un mot. C'est là que nous avons commencé à parler. Du film, de la vie, de nos rêves. Ce qui m'a attiré, ce était pas sa beauté, même s'il était beau d'une manière rassurante et classique. Était sa voix. La façon dont il écoutait. Vraiment. Il ne cherchait pas une faille dans mon discours pour placer sa propre histoire. Il buvait mes mots,
posait des questions, voulait comprendre qui j'étais, ce qui m'animait. Pour la première fois de ma vie, je me suis senti non pas regardé, mais vu. À cette époque, il était la promesse incarnée. Il avait cette ambition calme, cette force tranquille de ceux qui savent où ils vont mais n'ont pas besoin de la salpessala, écraser les autres pour y arriver. Il parlait de l'avenir non pas avec des jeux, mais avec des nous qui me semblaient si naturels, si évidents. Il avait le don de rendre tout possible. Les obstacles n'existaient pas, seulement des défis à relever ensemble. Il était mon roc, mon ancre. Il disait souvent, « Ne t'inquiète pas, je gère », et cette petite phrase était pour moi le plus grand des réconforts. Elle me libérait d'un poids que j'avais toujours porté seul. Avec lui, je pouvais enfin respirer, me sentir protégé. Protégé. Quelle ironie cruelle. Je me souviens d'un soir, quelques mois après notre rencontre, nous cherchions notre premier appartement. Nous n'avions rien, juste nos salaires de débutants et des rêves plus grands que nos poches. Nous avons visité une minuscule chambre de bonne sous les toits. La peinture écaillait, il y avait une fuite au plafond et la vue donnait sur un mur de briques. L'agent immobilier était désolé. Mais nous étions aux anges. Après son départ, nous nous sommes assis par terre, sur le parquet poussiéreux. Il a sorti un stylo, et, sur une serviette en papier piquée dans un café, il a commencé à dessiner les plans de notre vie. Ici on mettra un petit lit. Là, une table pour nos dîners en amoureux. Et par cette fenêtre, on regardera les étoiles. Il n'y avait pas de fuite d'eau. Pas de mur décrépit dans son regard. Il n'y avait que notre futur. Ce soir-là, dans cette pièce vide et froide, il a construit notre premier château. Un château de promesses, de rires, et de certitudes. Il a pris ma main, l'a embrassée et a dit, « Tant que nous sommes ensemble, nous pouvons tout construire. » Et je l'ai cru. De toute mon âme, j'ai cru que nos 4 mains suffiraient à bâtir une forteresse contre le monde entier. C'est ce souvenir-là, celui de cette serviette en papier couverte de rêves, qui a rendu le tableau Excel de la liquidation si insupportable. Car ce N était pas des meubles qu'il divisait. C étaient les fondations de notre monde. Cette serviette en papier je l'ai gardée des années, pliée en 4 dans une boîte à souvenirs. Ce N était pas juste un dessin. C était un contrat, signé avec l'encre de nos espoirs. Et nous l'avons respecté, à la lettre. La chambre de bonne est devenue un 2 pièces, puis un 3 pièces. Chaque déménagement était une victoire, une nouvelle étape de notre ascension. Il excellait dans sa carrière, et moi dans la mienne. Nous étions une équipe, une force irrésistible. La demande en mariage n'a pas eu lieu dans un restaurant étoilé, ou au sommet de la Tour Eiffel. Elle a eu lieu un mardi soir, dans la cuisine de notre appartement de la époque. Nous venions de recevoir une réponse positive pour le prêt de notre première maison. La vraie. Celle avec un jardin. J était en train de faire la vaisselle, les mains pleines de mousse, le dos tourné. Je parlais de la couleur des murs, du type de parquet que l'on pourrait poser. Il s'est approché, a coupé l'eau, et a doucement tourné mon visage vers lui. Il n'avait pas de bague. Il avait juste les clés de notre futur dans la paume de sa main. Il m'a regardé, avec cette intensité qui balayait tout sur son passage, et il a dit, « Je ne veux pas seulement construire cette maison avec toi. Je veux construire toute ma vie avec toi. Épouse-moi. » Ce N était pas une question. C était une évidence. Et dans ses yeux, j'ai vu le reflet de la même certitude qui habitait mon cœur. J'ai dit oui, les mains encore mouillées, et le cœur débordant d'une joie si pure, si simple. Les premières années de notre mariage ont été un tourbillon d'activités heureuses. Nous étions des bâtisseurs. Le week-end, nous étions pas dans les bars ou les soirées mondaines. Nous étions en bleu de travail, un pinceau à la main, couvert de poussière et de peinture, mais rayonnant. Chaque latte de parquet posée, chaque mur abattu, chaque fleur plantée dans le jardin était une affirmation de notre amour. Notre maison grandissait avec nous. Elle était le témoignage physique de notre union. Nos rêves étaient simples et partagés. Réussir professionnellement, voyager un peu, et surtout, créer un cocon, un havre de paix qui nous appartiendrait, à l'abri des tempêtes du monde extérieur. Nous étions complémentaires. Il était la structure, les plans, la vision à long terme. J était les couleurs, la chaleur, l'âme des lieux. Il négociait les prêts, je choisissais les rideaux. Il montait la bibliothèque, je la remplissais de nos histoires. Il n'y avait pas de « ma contribution, ta contribution ». Il y avait notre projet. Nous étions si synchronisés que nous finissions les phrases l'un de l'autre, nous anticipions les désirs de l'autre. L'amour était pas une passion dévorante et chaotique. C était une confiance tranquille,
Une évidence quotidienne, la certitude absolue d'avoir trouvé sa place dans le monde, juste à côté de lui. Je crois que le sommet de notre bonheur, ce moment parfait suspendu hors du temps, est arrivé un soir d'été, environ 10 ans après notre mariage. La maison était enfin terminée. Le jardin, que j'avais dessiné et planté avec une patience infinie, était en pleine floraison. L'air sentait le jasmin et la terre chaude. Nos amis venaient de partir après un dîner simple et joyeux. Nous étions assis sur les marches de la terrasse, un verre de vin à la main, regardant les dernières lueurs du jour peindre le ciel en rose et orange. Il n'y avait pas de musique, juste le chant des grillons et le murmure du vent dans les feuilles du grand chêne au fond du jardin. Il a posé sa tête sur mon épaule, un geste rare de sa part, un abandon. Il n'a rien dit. Il a juste soupiré, un soupir de contentement profond, absolu. Et dans ce silence, j'ai tout ressenti. La plénitude. La gratitude immense pour cette vie que nous avions tissée, fil par fil. J'ai regardé son profil éclairé par la lumière douce, les murs de notre maison derrière nous, solides et protecteurs. Et une pensée m'a traversée, aussi claire et certaine qu'une vérité révélée. Nous avons réussi. Rien ne pourra jamais détruire ça. S'arrêter, était ça. Le sommet. Le point culminant de notre histoire, où tout était exactement à sa place. Un instant de grâce parfaite. C'est de cette hauteur-là que j'allais devoir sauter, sans savoir qu'en bas, il n'y avait rien pour me recevoir. On ne sait jamais quand la fin commence vraiment. Il n'y a pas de panneau indicateur, pas de sonnerie d'alarme. Le début de la fin est silencieux. C'est un changement dans la qualité de la lumière, un courant d'air froid dans une pièce que l'on croyait hermétiquement close. Pour nous, ce courant d'air a commencé à s'infiltrer peu de temps après ce soir d'été parfait. C'est comme si, en atteignant le sommet, la seule direction possible était la descente. Le premier signe n'a pas été un cri, mais un chuchotement, un silence. Le silence qui s'installait entre nous à table, là où avant, les mots et les rires s'entrechoquaient. Il était physiquement là, mais son esprit était ailleurs, captif d'un écran lumineux qui était devenu une extension de sa main. Son téléphone. Cet objet, autrefois anodin, était transformé en une forteresse, un jardin secret dont J était banni. Les questions simples comme « Vortor Garcer » « Comment s'est passée ta journée ?» recevaient des réponses monosyllabiques, son regard jamais vraiment quittant elle. Écran. Je me sentais devenir transparente, un meuble dans le décor de sa vie. Puis sa phrase fétiche « Ne t'inquiète pas, je gère », qui avait été mon refuge, est devenue une arme d'exclusion. Il a commencé à prendre des décisions seul. Des décisions importantes concernant nos finances, des projets de vacances, des invitations. Quand je lui en faisais la remarque, il me répondait avec une pointe d'agacement. C'est pour te simplifier la vie. Tu as autre chose à faire. Il ne me simplifiait pas la vie. Il me retirait ma place. Lentement, méthodiquement, il me dépossédait de mon rôle de partenaire pour me reléguer à celui de spectatrice. Je me suis mise à douter de moi. Étais-je trop exigeante? Trop sensible? Je marchais sur des œufs, terrorisée à l'idée de provoquer une nouvelle étincelle de son irritation, un nouveau soupir d'exaspération. La fissure est devenue une faille le soir de son 40e anniversaire. Nous avions invité nos amis les plus proches, ceux qui nous avaient vus construire notre vie. J'avais passé des semaines à tout organiser. Au moment du discours, il s'est levé, a levé son verre, et a parlé de sa réussite, de ses projets, de ses ambitions. Il a utilisé le mot « je » une 20aine de fois. J'ai réussi, j'ai construit, mon avenir. Pas un seul. Nous. J. était debout à côté de lui, souriant pour la galerie. Mais à l'intérieur, je me désintégrais. Plus tard dans la soirée, alors que je parlais avec une amie de mes propres projets professionnels, il est passé derrière moi, et a lancé, assez fort pour que tout le monde entende, « Ah oui, ces petites peintures. C'est mignon, ça l'occupe. » Le rire gêné de nos amis a été comme un coup de poing dans l'estomac. Ce N était plus une maladresse. C était une humiliation publique, délibérée. Quand je l'ai confronté plus tard, une fois la maison vide et silencieuse, il m'a regardé avec des yeux froids et m'a dit « Franchement, tu n'as aucun sens de l'humour. Tu prends tout au premier degré. » Il ne s'excusait pas. Il me reprochait ma douleur. C'est là que j'ai compris. Il ne me voyait plus comme son égal. J était devenu un accessoire, et un accessoire qui commençait à l'encombrer. La suspicion est devenue une compagne constante. Une angoisse sourde qui me tordait les entrailles chaque fois que son téléphone vibrait.
Chaque fois qu'il s'isolait pour prendre un appel. Chaque fois qu'il rentrait tard, l'odeur de son parfum masquant une autre odeur que je ne connaissais pas. J était prise au piège entre le désir de savoir la vérité et la peur panique de ce que cette vérité pourrait détruire. Je me sentais devenir folle, scrutant les moindres indices, analysant chaque mot, chaque regard. J était devenue la gardienne d'un mausolée, veillant sur un amour qui était déjà mort, sans que j'aie le droit de le dire. Et puis, la vérité est arrivée, pas dans un éclat de voix, mais dans le silence feutré de notre chambre. Notre chambre. Un soir de semaine ordinaire. Il était sous la douche, et le bruit de l'eau était la seule chose qui brisait le silence de la maison. Son téléphone, qu'il ne quittait jamais, était posé sur sa table de chevet. Face cachée, comme toujours. Il a vibré. 1 fois. 2 fois. Je n'ai pas bougé. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans mes tempes. Était une lutte terrible à l'intérieur de moi. La femme que j'avais été, celle qui croyait à la confiance et à l'intimité, me hurlait de ne pas regarder. Mais la femme que j'allais était en train de devenir celle qui suffoquait dans le mensonge avait besoin d'air. Mes mains tremblaient quand j'ai saisi l'objet. Il était froid, lisse, impersonnel. Je l'ai retourné. L'aile, écran s'est allumé. Et j'ai vu. Je n'ai même pas eu besoin de le déverrouiller. La notification était là, inscrite en blanc sur fond noir. Un prénom que je ne connaissais pas. Suivi d'un cœur. Et quelques mots d'un message qui sont venus se graver au fer rouge dans ma mémoire. Des mots qui n'avaient pas leur place dans ma vie, dans ma maison, sur ce téléphone. Le temps s'est arrêté. Le bruit de la douche a disparu. Le monde entier a disparu. Il n'y avait plus que ces mots sur cet écran, et la douleur. Une douleur si pure, si violente, qu'elle m'a coupé le souffle. Ce N était pas seulement la trahison d'un corps. Était la négation de toute notre histoire. Chaque souvenir, chaque rire, chaque promesse, chaque brique de cette maison s'est effondrée en un instant, réduit en poussière, par ce simple message. Le château de cartes. Il venait de écrouler. Je me suis assise sur le bord du lit, le téléphone serré dans ma main comme s'il pouvait me donner des réponses. Mes jambes ne me portaient plus. Je fixais le mur d'en face, celui que nous avions peint ensemble un dimanche matin, et je ne voyais qu'un décor de théâtre. Une scène vide. Le bruit de l'eau s'est arrêté. Quelques instants plus tard, il est entré dans la chambre. Une serviette nouée autour de la taille, les cheveux humides. Il m'a vu. Il a vu le téléphone dans ma main. Son visage n'a exprimé ni surprise, ni remords. Juste une immense lassitude. Un agacement. Il a poussé un long soupir, comme si Kandé était moi qui venais de commettre une faute. Il n'a pas crié. Il n'a pas nié. Il a dit, d'une voix plate, dénuée de toute émotion, « Tu n'aurais pas dû regarder. » Et dans cette simple phrase, j'ai tout compris. La faute N n'était pas sa trahison. La faute, était ma découverte. À cet instant précis, l'homme que j'avais aimé pendant 20 ans est mort. Et à sa place se tenait un étranger. Mon adversaire. La guerre venait être déclarée. Tu n'aurais pas dû regarder. Ces quelques mots, prononcés d'une voix blanche, sans colère ni regret, ont été le véritable coup de grâce. Ce n'est pas la découverte de la trahison qui a scellé notre destin. C'est son absence totale de remords. C'est cette inversion de la culpabilité. Dans son regard, Joanne était pas la victime. J était la coupable, celle qui avait violé son jardin secret. Le monde s'est effondré, non pas dans un fracas assourdissant, mais dans le silence glacial de cette chambre que nous avions partagée pendant 20 ans. Je suis restée assise sur le lit, le téléphone encore chaud dans ma main, incapable de bouger, incapable de respirer. Il s'est habillé, calmement, méthodiquement, comme s'il se préparait pour une journée de travail ordinaire. Chaque geste était une insulte. Le choix de sa chemise, le bruit de sa ceinture qu'il bouclait, tout criait la normalité, alors que notre monde venait de voler en éclats. Je l'ai regardé, et pour la première fois, je ne cherchais plus l'homme que j'avais aimé. Je cherchais une fissure, une once de regret. Une trace de la personne avec qui j'avais bâti une vie. Je n'ai rien trouvé. Il n'y avait qu'un mur, lisse et impénétrable. C'est ma propre voix qui a brisé le silence. Elle m'a semblé venir de très loin, fragile, mais nette. C'est fini. Je veux le divorce. Je crois que je m'attendais à tout. Des cris, des larmes, des supplications, des dénégations. Je était préparé à une seule chose, la guerre.
Était pas préparé à son indifférence. Il a à peine levé les yeux de son lacet qu'il était en train de nouer. Il a eu un léger haussement des épaules, presque imperceptible. Comme tu veux, a-t-il dit. Comme tu veux. Comme si je choisissais un plat au restaurant. Ces deux mots ont été plus violents que n'importe quelle insulte. Ils signifiaient que ma décision n'avait aucun poids, que notre histoire n'avait aucune valeur, que Jay était déjà si loin de lui qu'il ne ressentait même plus le besoin de se battre. C'est moi qui ai prononcé le mot divorce, mais c'est lui qui avait signé l'acte de décès de notre mariage depuis bien longtemps. Les jours qui ont suivi ont été un purgatoire, nous vivions sous le même toit, mais nous aurions pu être sur deux planètes différentes. Un silence lourd, empoisonné, était installé dans chaque pièce de la maison. Nous nous croisions dans le couloir sans un regard, nous mangions à des heures différentes pour éviter le supplice d'un repas partagé. La maison, mon sanctuaire, était devenue un champ de mines. Chaque objet était une bombe à retardement, un souvenir qui pouvait exploser à tout moment, et me laisser en larmes. J'ai commencé à faire des cartons, en secret, la nuit, quand il dormait. Plier mes vêtements, envelopper mes livres, était comme préparer ma propre mise en bière. Chaque objet que je touchais me posait la même question. Qui suis-je, sans tout ça? Qui suis-je, sans lui? Annoncer la nouvelle à nos proches a été une autre forme de torture. Certains manifestaient une pitié maladroite, qui me donnait envie de hurler. D'autres, la plupart, se réfugiaient dans un silence gêné, ne sachant quel camp choisir, et finissant par ne choisir personne, me laissant encore plus seul. Le mot « amiable » a été prononcé une fois, au tout début, par un médiateur plein de bonnes intentions. Ce mot a volé en éclats dès la première réunion avec les avocats. J'ai compris que ce divorce ne serait pas une séparation, mais une liquidation. Une liquidation de notre vie. Et une tentative de liquidation de ma personne. Il voulait la maison. Il voulait tout. Son argumentaire, asséné par un avocat au sourire carnassier, était simple et brutal. C'est lui qui avait le plus gros salaire. C'est donc lui qui avait le plus contribué. Mes 20 années de sacrifice, les promotions que j'avais refusées pour m'occuper de notre foyer, les nuits passées à le soutenir dans ses projets, les heures infinies dédiées à faire de cette maison un chef-œuvre. Tout cela était balayé, réduit à une contribution morale, non quantifiable, et donc sans valeur. Je n'oublierai jamais ce jour, dans cette salle de réunion grise et sans âme. Sur la grande table en acajou, entre nos deux avocats, il y avait ce fameux tableau Excel. Notre vie, en colonnes et en chiffres. À gauche, la liste des biens. La maison, les meubles, les comptes en banque, les œuvres d'art. À droite, leur valeur estimée. J'ai vu défiler les objets de notre histoire. Canapé Roche-Beaubois, valeur de revente, 800 €. Ce canapé sur lequel nous avions passé des centaines de soirées, où nous avions ri, pleuré, rêvé. Table de ferme, antiquaire, l'île sur la Sorgue, 1200 €. Je me souvenais encore de la chaleur de ce jour d'été où nous l'avions trouvé, de la joie que nous avions eue à la restaurer ensemble. Chaque ligne était un coup de poignard. Et puis, son avocat a pris la parole. D'une voix mielleuse, il a commencé à détailler ma faible participation au patrimoine commun. Il a parlé de mon activité de peintre comme d'un hobby coûteux, de mon salaire comme d'un revenu d'appoint. J'ai levé les yeux vers mon mari, mon futur ex-mari. Je cherchais un signe de désaccord, une protestation, un simple regard qui dirait « N'allez pas trop loin ». Il est resté impassible, le regard fixé sur le tableau, acquiesçant de temps en temps. Il laissait cet étranger démolir notre histoire, me démolir, sans un mot. L'humiliation était totale. J'avais l'impression d'être nu au milieu d'une place publique, jugé, évalué, et finalement, déclaré sans valeur. Je suis sorti de cette réunion en chancelant, comme si on m'avait frappé. C'était ça. La guerre. Une guerre où les armes n'étaient pas des fusils, mais des chiffres, et où chaque bataille me laissait un peu plus exsangue. Le jour de la signature finale est arrivé après des mois de lutte acharnée. Était un matin de novembre, gris et pluvieux, à l'image de mon âme. Nous étions de nouveau dans un bureau d'avocat, mais cette fois, était pour la dernière fois. Les papiers étaient étalés sur la table. Des dizaines de pages d'un jargon juridique qui scellait la fin de 20 ans de vie commune. Il a signé le premier, d'un geste rapide, presque désinvolte. Puis, ce fut mon tour. Mon avocate m'a tendu le stylo. Il m'a semblé peser une tonne. Ma main tremblait.
En face de moi, il regardait déjà son téléphone. Il était déjà ailleurs, dans sa nouvelle vie. J'ai regardé le papier. En bas de la page, il y avait cette ligne vide, qui attendait mon nom. Mon nom d'épouse, que j'allais porter pour la dernière fois. J'ai pris une profonde inspiration, et j'ai signé. En traçant les lettres de mon nom, un flot d'émotions contradictoires m'a submergé. Il y avait une tristesse infinie, le deuil de la jeune femme qui avait dit « oui » avec tant d'espoir. Il y avait la peur panique de l'avenir, de ce grand vide qui s'ouvrait devant moi. Mais sous la tristesse et la peur, il y avait autre chose. Une chose minuscule, mais tenace. Un soulagement. Le soulagement que le combat soit terminé. Le soulagement de ne plus jamais avoir à m'asseoir en face de cet homme, qui était devenu un étranger. Le soulagement de pouvoir enfin fermer cette porte. En relevant la tête, j'ai croisé son regard une dernière fois. Il n'y avait rien. Ni haine, ni tristesse, ni regret. Juste le vide. Nous étions devenus deux inconnus qui avaient partagé un passé. Je me suis levé, j'ai serré la main de mon avocate, et je suis parti sans me retourner. En sortant dans la rue, la pluie froide sur mon visage m'a semblé être un baptême. La fin d'un monde. Et, peut-être, sans que je le sache encore, le tout premier jour du reste de ma vie. La porte du bureau de l'avocat s'est refermée derrière moi, et je me suis retrouvé sur le trottoir, sous une pluie fine qui se mêlait à mes larmes. J était libre. C'est ce que le papier disait. Mais cette liberté avait le goût amer des cendres et le poids écrasant du vide. Les premiers mois ont été une traversée du désert. Mon petit appartement de location, que j'avais essayé de rendre accueillant, me semblait une cage. Le silence était mon compagnon le plus fidèle, et le plus cruel. Il n'y avait plus le bruit de ses clés dans la serrure. Plus le son de sa voix au téléphone dans la pièce à côté. Il n'y avait que le bourdonnement du réfrigérateur et le battement de mon propre cœur, qui me semblait parfois le seul signe que j'y étais encore en vie. La solitude était une chose physique. Je dormais en diagonale dans mon lit, juste pour occuper l'espace, mais le vide à côté de moi restait glacial. Cuisiner pour une seule personne me semblait absurde. Je me surprenais à acheter ses yaourts préférés par habitude, avant de m'arrêter, confuse, au milieu du rayon du supermarché. J était un fantôme dans ma propre vie, hanté par les rituels d'une existence qui, était plus la mienne. Et puis, au milieu de ce brouillard de chagrin, des éclats de lumière ont commencé à percer. Des moments infimes, presque imperceptibles. Un soir, j'ai eu envie de manger des pâtes au pesto à 22h, et je l'ai fait, sans avoir à me justifier. J'ai passé un dimanche entier au lit à lire, sans entendre un soupir d'agacement sur le temps perdu. J'ai repeint le mur de mon salon en bleu canard, une couleur qu'il aurait détestée, et chaque coup de pinceau était une affirmation. Cet espace est à moi. Ma vie est à moi. Ces petites libertés, d'abord insignifiantes, sont devenues mes bouées de sauvetage. Elles étaient la preuve que, sous les décombres, quelque chose de nouveau pouvait commencer à pousser. La guérison n'a pas été une révélation soudaine, mais un travail de patience, un artisanat délicat. J'ai poussé la porte d'un cabinet de thérapeute, les mains moites et la gorge nouée. Et pour la première fois, j'ai pu tout dire, sans filtre, sans peur être jugé. J'ai pleuré la fin de mon mariage, mais j'ai aussi pleuré la femme que j'avais laissée s'effacer pendant 20 ans. J'ai retrouvé mes pinceaux, qui prenaient la poussière dans un carton. Mon art, qu'il avait qualifié de petit hobby, est devenu ma voix. Sur la toile je pouvais jeter la colère, la tristesse, l'espoir. Je créais de la beauté à partir de ma douleur, transformant le chaos en couleur. J'ai rappelé les quelques amis qui étaient restés, ceux qui n'avaient pas choisi de camp mais qui avaient simplement attendu, le cœur ouvert, que je sois prête. J'ai réappris à rire, d'un rire franc, qui venait du ventre, un rire qui n'appartenait qu'à moi. Aujourd'hui, ma vie ne ressemble en rien à celle que j'ai quittée. Je vis toujours dans ce petit appartement au mur bleu canard. Chaque matin, je bois mon café en regardant le soleil se lever sur les toits de la ville. Ma routine est simple, paisible. Elle est rythmée par mes séances de peinture, mes longues marches dans le parc, les dîners improvisés avec mes amis. Il n'y a rien de spectaculaire, et pourtant tout est extraordinaire, car tout est choisi. Je ne suis plus la même femme. La timidité a laissé place à une confiance tranquille. Je ne cherche plus l'approbation dans le regard des autres. J'ai appris que ma valeur ne dépendait pas de ma situation amoureuse, ni de la taille de ma maison, ni du solde de mon compte en banque. Ma valeur est intrinsèque.
J'ai appris que l'amour ne doit pas être une cage dorée, mais un partenariat entre deux êtres entiers, qui choisissent de marcher côte à côte, sans chercher à se dominer. Le pardon a été la dernière étape, et la plus difficile. J'ai compris que pardonner ne signifiait pas excuser ou oublier. Il ne le méritait peut-être pas, mais moi je méritais la paix. Pardonner était choisir de ne plus lui donner le pouvoir de me faire souffrir. Était reprendre les clés de mon propre bien-être. J'ai pardonné à la situation. J'ai pardonné aux rêves brisés. Et surtout, je me suis pardonné à moi-même, d'avoir fermé les yeux, d'avoir accepté l'inacceptable pendant si longtemps. Ce pardon m'a libéré. Quand je regarde vers l'avenir, je ne vois plus un vide angoissant, mais une page blanche. Suis-je ouverte à un nouvel amour? Oui, sans aucun doute. Mais je ne le cherche pas. Ma vie est déjà pleine. Pleine de mon art, de mes amitiés, de mes projets, de mes voyages. Un homme qui entrerait dans ma vie aujourd'hui, devrait y ajouter de la valeur, car elle est déjà riche. Il ne viendrait pas combler un manque, mais partager une abondance. Je suis l'architecte de mon destin, et pour la première fois, je dessine les plans seul. Et ces plans sont plus beaux, plus vastes et plus lumineux, que tout ce que j'avais osé imaginer. Je suis enfin rentré à la maison. Chez moi. Si je pouvais parler à la femme que j'étais, celle qui était assise sur le bord de ce lit, le cœur en miettes et le souffle coupé, je ne lui dirais pas être forte. Ce serait cruel. Et ce serait un mensonge. Je lui chuchoterais simplement à l'oreille. Respire. Juste ça. Une inspiration, puis une autre. Je sais que tu as l'impression de te noyer, que chaque souvenir est une vague glaciale qui t'emporte vers le fond. Je sais que tu regardes ces 20 années, et que tu ne vois qu'un champ de ruines. Qu'une immense trahison. Tu penses avoir tout perdu. La maison, la sécurité, l'amour, et pire que tout, ton identité. Mais écoute-moi bien toi, mon passé. Ce que tu es en train de perdre, ce n'est pas ta vie. C'est ta cage. Une cage dorée, confortable, mais une cage tout de même. Cette douleur que tu ressens, si insupportable qu'elle te consume, elle n'est pas là pour te détruire. Elle est le feu qui va brûler tout ce qui était faux, tout ce qui était pas vraiment toi. Alors ne te bats pas pour les murs, ne te bats pas pour les objets. Ils ne sont que des choses. Bats-toi pour cette petite voix au fond de toi, celle que tu as fait taire pendant si longtemps, celle qui te murmure que tu vaux plus qu'une ligne sur un bilan comptable. Cette voix, c'est ta boussole, elle te guidera hors de la nuit, fais-lui confiance. Et à vous, à toutes celles qui se reconnaissent peut-être dans mon histoire. Celles qui marchent sur des œufs, qui ravalent leurs larmes pour acheter une paix qui n'est qu'une illusion. Celles dont le cœur est un champ de bataille silencieux. Celles à qui l'on dit que le prix de la liberté est trop élevé, qu'il vaut mieux endurer que de tout risquer. Je veux vous dire ceci, le coût le plus exorbitant, le seul que vous ne pourrez jamais récupérer, c'est celui de votre propre âme. On vous fera croire que votre bonheur est une négociation, que votre valeur est quantifiable, que sans l'autre vous êtes qu'une moitié. C'est le plus grand mensonge qu'on nous ait jamais raconté. La fin d'une histoire n'est pas un échec, c'est une remise des diplômes. C'est la preuve que vous avez appris une leçon essentielle. L'amour le plus important. Le seul qui puisse vraiment vous sauver. Le seul qui soit inconditionnel. C'est celui que vous vous portez à vous-même. Et cet amour-là ne se négocie pas. Il ne s'inscrit pas sur un tableau Excel. Il se construit. La reconstruction n'est pas un miracle. C'est un choix. Le choix, chaque matin, de poser une nouvelle brique. Le choix de repeindre un mur. De partir en week-end seul. De dire non. De dire oui. Le choix de rire à nouveau. D'un rire qui vient du ventre. Pas seulement des lèvres. Mon histoire n'est pas l'histoire d'un divorce. C'est l'histoire d'un retour à la maison. Mais la maison, ce n'est plus un bâtiment de pierre et de mortier. C'est cet espace à l'intérieur de moi indestructible, où je suis en paix, où je suis entière, où je suis libre. Le prix de ma liberté a été élevé, c'est vrai. Mais ce que j'ai découvert de l'autre côté de la peur, c'est que je n'avais pas besoin d'elle pour voler. J'avais juste besoin de me délester de tout ce qui m'empêchait de toucher le sol. Et de me rendre compte que ce sol sous mes pieds était assez solide pour que je puisse bâtir, seul, mon propre royaume.